Merci d'être avec nous sur Radio J et toute l'actualité israélienne. On en parle bien sûr comme tous les lundis matins avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Il est avec nous en direct. Bonjour Denis. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors ce matin, on va parler de la réforme du système judiciaire, toujours une journée décisive puisque la première loi doit normalement être votée en première lecture par les députés de la Knesset aujourd'hui, s'il n'y a pas de changement en tout cas de dernière minute, ce qui n'est pas simple. Rappelons que cette réforme ne fait toujours pas l'unanimité. Un grand rassemblement d'ailleurs prévu aujourd'hui devant la Knesset à l'image de celui qui s'est tenu la semaine dernière. Alors comment ça va se passer Denis là dans les prochaines heures? Eh bien, effectivement, à moins d'une surprise, à moins d'un coup de théâtre, Simcha Rothman, le président de la commission des lois de la Constitution et du droit, va faire voter, va déposer en première lecture, donc devant l'Assemblée nationale, c'est plus seulement la commission, deux projets de loi en fait. Le premier, c'est celui qui concerne la modification de la composition de la commission de nomination des juges. Les juges sont nommés par une commission composée de politiques, composée de représentants de l'ordre des avocats, composée de juges de la Cour suprême, et c'est cette composition-là que cette première lecture va modifier en donnant, en augmentant de 9 à 11 le nombre des membres de cette commission, mais parmi ces 11 membres, il y en aura 7 qui dépendront directement du pouvoir politique, de la Knesset, du gouvernement, dont le ministre de la Justice bien sûr, et des personnalités publiques dont on n'a pas on n'a pas de clarté sur qui seraient ces personnalités publiques. Donc voilà, 7 sur 11, ça veut dire que effectivement, si ce projet de loi est entériné, là aujourd'hui en première lecture, dans le système parlementaire israélien, il y a encore place pour une deuxième et une troisième lecture, mais ça voudrait dire, si l'on en croit les adversaires de cette réforme, que désormais les juges, la nomination des juges devient une affaire politique où il n'y a pas un équilibre entre les juges, les avocats et la classe politique, mais ce serait sous le maintien ou la pression, la majorité en tout cas, de la classe politique, de la majorité. Ça c'est le premier. Le second, très rapidement là-dessus, l'interdiction faite à la Cour suprême de juger d'une loi fondamentale. Voilà. Ce que c'est d'ailleurs toujours interdit. Elle ne l'a jamais fait, mais pour dire les choses plus clairement, la Knesset votera aujourd'hui en première lecture une interdiction pure et simple, formelle, de critiquer, sans bien sûr. Alors le débat, c'est, mais on peut tout décider, on peut désormais décider que toute loi est une loi fondamentale, et donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de judicial review, de critique juridique par la Cour suprême. Alors c'est intéressant aussi puisque toute cette situation politique est observée de très près par les États-Unis. Benjamin Netanyahou qui a tenu à rassurer les Américains. Tom Knight, notamment l'ambassadeur américain en Israël, qui s'est exprimé, qui a indiqué que les institutions aujourd'hui étaient menacées. Alors quel est votre regard là-dessus? Comment les États-Unis peuvent peut-être influencer ce qui se passe sur la scène politique israélienne? Alors c'est une chose très délicate, parce que clairement, objectivement, on ne peut pas ne pas dire que c'est une intervention dans les affaires intérieures. Alors ce que l'ambassadeur a dit hier et qui a suscité effectivement beaucoup de bruit dans les rangs de la majorité, c'est qu'il appelait Netanyahou à mettre le frein, à faire pédale douce, on dirait en français, sur cette législation. Il n'a pas parlé du contenu, il a parlé simplement du rythme, et il est vrai que, je dirais que d'une certaine manière, aussi étrange que cela puisse paraître, mais l'ambassadeur des États-Unis en Israël, finalement vole au secours de Yitzhak Herzog. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a commenté largement son appel à une discussion, à un dialogue, avant même que la première lecture ne soit décidée, mais on le voit bien, Simcha Rothman et vraisemblablement également, avec le soutien de Yariv Levin, sont vent debout pour aller aussi vite que possible. Je dirais parce que les deux comprennent bien, et je ne peux pas le leur reprocher, ils comprennent bien que si on interrompt le processus, il y a plus de chances qu'il n'aille pas à son terme, et qu'en tout cas on mette de l'eau dans son vin cachère, si je puis dire, et que l'on modifie des éléments de cette législation. Et voilà que
Netanyahou n'a pas ordonné à Yariv Levin et à Simcha Rothman d'interrompre cette première lecture. La majorité dit qu'il y a place entre la première et la seconde lecture pour une discussion, mais on va dire que la législation est déjà engagée dans les termes les plus stricts et sans compromis que souhaitait le président de l'État d'Israël. Aujourd'hui, vous avez dans le journal Haaretz une pétition signée par des personnalités publiques de plus haut niveau, des prix Nobel et autres, pour dire si cette loi passe, le président de l'État d'Israël ne doit pas la signer, il met en jeu son héritage. Et donc, c'est sur lui que rejettera l'opprobre si cette loi passe et que s'il apporte sa signature, puisqu'au terme de la loi, le président de l'État d'Israël a toujours doit signer la législation votée par la Knesset. Eh bien, on continuera à suivre ces développements politiques. Alors, l'actualité en Israël également, Denis, marquée par ces émeutes hier à Jérusalem dans des quartiers arabes, une grève générale à l'appel d'un mouvement affilié au Fatah. Il y a eu beaucoup de choses, des routes bloquées, des feux de poubelle, des pneus brûlés, justification de ces appels à la violence, ce sont les mesures de sécurité, les arrestations dans les quartiers arabes de la capitale israélienne. Et on l'apprenait dans ce contexte, Israël va donc interdire l'entrée sur le mont du Temple aux Juifs les 10 derniers jours du Ramadan, qui devrait arriver bientôt au mois prochain. Alors, quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce qu'on doit craindre peut-être de nouvelles émeutes encore plus gravissimes que ce qui se passe depuis ces derniers jours? Je me permettrais de dire pour le coup que c'est la première bonne nouvelle qu'on a du ministre et de la police, puisque au lieu de faire des rodomontades permanentes en disant que tous les juifs ont le droit d'aller se rendre sur le mont du Temple, la police a réussi au final à imposer son point de vue en recommandant fermement qu'il y ait interdiction pour ne pas mettre le feu aux poudres. Et c'est là où on a depuis quelques jours une sorte de débat entre le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui incarnerait une sorte d'éthique de la conviction, c'est-à-dire je pense que les Juifs ont le droit d'y aller, ils ont le droit d'y aller à tout moment sur le mont du Temple. Là où la police incarne ce qu'elle doit incarner, c'est-à-dire l'éthique de responsabilité. C'est très bien de parler de droit, mais il y a des situations, dans certaines circonstances, il ne s'agit pas de redéfinir un nouveau principe, et là, la police a réussi à faire entendre en disant nous ne serons pas en mesure d'assurer la sécurité et l'ordre public si on continue d'autoriser dans cette période que tout le monde s'emploie à dire qu'elle est critique, pas seulement les Américains, pas seulement l'Union européenne, mais les autorités militaires, Tsahal, les organes de sécurité, le Shabak, le Mossad, tout le monde avertit en disant la période du Ramadan s'annonce très grave, prenons les mesures qui ont pour objectif déclaré de calmer le jeu. Et de permettre aux forces de police de ne pas s'occuper de 3 ou 4 juifs qui voudraient monter sur le mont du Temple, mais d'assurer effectivement la sécurité pour préserver la vie humaine de tous. C'est ça la fonction d'une police, et il est heureux qu'elle ait été entendue après des cafouillages entre le ministre et le directeur de la police, le directeur général de la police, lequel a d'ailleurs déclaré qu'il ne remettrait pas sa démission et que si il veut être licencié par Ben-Gvir, eh bien qu'il en prenne la responsabilité. Alors un dernier sujet, il nous reste un petit peu de temps, Denis Charbit, et je souhaitais quand même vous faire réagir à cette actualité. C'est ce qui fait la une ce matin, c'est l'Iran bien sûr, sujet central évoqué hier à la conférence des présidents à Jérusalem. L'ambassadeur des États-Unis, puisqu'on parlait des États-Unis tout à l'heure, qui a assuré Israël du soutien américain. Donc il faut rappeler des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui ont détecté la semaine dernière de l'uranium enrichi à 84%, une concentration juste 6% inférieure à ce qui est nécessaire pour se doter de l'arme nucléaire. Alors voilà, ça traîne depuis des années, des mois, mais que compte faire peut-être Israël face à cela? Est-ce qu'on doit s'attendre peut-être à quelque chose, un renouveau à présent sur la scène diplomatique? Alors, ce qui est clair, ça on le voit depuis plus d'un an, c'est que l'Iran n'a nullement envie de signer un accord, de re-signer un nouvel accord, comme il avait été le cas au temps de Barack Obama. De ce point de vue-là, la décision de l'abrogation par Trump s'avère avoir été une erreur monumentale, il faut le dire aujourd'hui, puisque cela autorise précisément maintenant, et depuis déjà, c'est la deuxième fois que l'Agence pour l'énergie atomique constate qu'il y a un enrichissement, alors qui atteint presque aujourd'hui les 90%,
cela met sur la table. De ce point de vue-là, Netanyahou, d'une certaine manière, tire l'épingle de son jeu parce que lui, il a toujours cru, non pas à un nouvel accord avec l'Iran, mais à une opération militaire. Et je pense que c'est ça le combat diplomatique que mènera de manière tout à fait discrète Netanyahou, c'est-à-dire une attaque préventive avec le soutien des États-Unis, avec le soutien de l'Union européenne, c'est-à-dire à accepter, consentir à ce qui apparaîtra de la manière la plus objective à une agression, puisque ce serait l'aviation israélienne qui entrerait dans l'espace aérien iranien, mais avec un soutien au nom de la violation systématique par l'Iran de l'accord de TNP, c'est-à-dire de l'interdiction qu'elle a de développer un armement nucléaire. C'est un travail de longue haleine, et là, il faut redire, voyez, comme les choses restent associées. C'est que vraisemblablement, si les États-Unis, l'administration Biden consent à reconnaître ce droit à Israël, elle devra le payer sur la scène palestinienne. Ça ne se passera pas avec un soutien unilatéral sans qu'il y ait une contrepartie. De ce point de vue-là, les États-Unis ont un jeu extrêmement délicat à jouer, mais ils peuvent effectivement le jouer en pesant de toute leur influence, autorisant Israël peut-être à mener une attaque préventive, mais en exigeant en contrepartie que les choses bougent et s'accélèrent aussi sur la scène palestinienne, ce qui n'a pas été le cas depuis 2014. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci beaucoup pour cette analyse, Denis Cherbit, et d'être avec nous, comme tous les lundis matins, au rendez-vous. Je le rappelle, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Je vous dis à la semaine prochaine.